Mon papa est pisteur. Bonjour. Il y a 10 ans, la seule tâche du pisteur secouriste consistait à damer au ski les pistes, à faire une trace. Et le principe, c'était de faire une trace pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait passé dans une piste, puis après, c'était terminé. Et puis le gars, il remontait, il attendait les victimes de la neige, c'est tout. Maintenant, on continue le damage à pied, mais seulement dans les pentes raides, là où les engins ne peuvent pas aller. Partout où c'est possible, on dame mécaniquement. Les premières chenillettes étaient seulement des engins qui tractaient des rouleaux. Nous avons été obligés par la suite d'abandonner ces rouleaux parce qu'ils avaient tendance à tanguer et à créer des amorces de vagues. Maintenant, la conception des engins a changé radicalement. Ce sont les chenilles qui dament. On trouve simplement à l'arrière un petit rouleau qui efface le bourrelet entre les deux chenilles et une lame de lissage qui égalise. Le domaine skiable de Courchevel, c'est un domaine qui représente actuellement dans son ensemble environ 125 à 135 km de piste. Bien que je n'aime pas parler de kilomètres de piste parce que pour moi la véritable piste c'est une superficie, ce n'est pas une distance. Et actuellement on doit entretenir environ 500 hectares normalement surveillés, préparés, entretenus et remis en état régulièrement. Alors la particularité des Trois-Vallées, c'est que c'est un ensemble qui est composé de plusieurs stations, de plusieurs vallées comme son nom l'indique, mais chacune des vallées a son caractère propre, ce qui fait que le skieur qui se rend de Courchevel à Val-Thorens passe par des sites qui sont complètement différents et donne une impression de dépaysement très grande. Oui, nous opérons là sur 120 remontées mécaniques, en gros, ce qui correspond aux pistes à 300 km de pistes, environ 1000 hectares actuellement de pistes balisées et surveillées, entretenues, sur l'ensemble des Trois-Vallées. Alors, indifféremment, un pisteur de Courchevel peut venir à Méribel ou à Saint-Martin-de-Belleville, donc il faut quand même compter toute cette superficie de piste. Et le total, quand tout sera terminé, je pense qu'on aura environ 3000 hectares de pistes à entretenir. Une piste de ski, dès qu'elle a une certaine pente, est usée par le passage des skieurs. Il y a alors une formation de bosses. Certains bons skieurs s'y amusent, sautent de bosse en bosse. Mais pour la plupart des touristes, les bosses sont contraignantes, les obligeant à tourner à certains endroits et à certains moments, alors qu'une piste lisse permet toutes les évolutions en toute liberté. Ça, les bosses, c'est la plaie des pistes. Là, faut... Mais écoutez, l'expérience, en tout cas, quand on vient de couper des bosses sur une piste, c'est mort de monde. Et à côté, la piste qui a des bosses, vous voyez de temps en temps un skieur. Eh bien, dans l'intérêt des stations, il faut couper les bosses, il n'y a pas de problème. On s'en rend compte grâce à ça. Alors la coupe des bosses se fait régulièrement, en général 1 à 2 fois par semaine, suivant l'usure et la fréquentation de la piste. On a intérêt à couper les bosses quand elles sont petites, le travail est plus facile, plus rapide, et la formation des bosses suivantes est beaucoup plus longue du fait que la neige a été brassée. Les coupe-bosses ne font pas suffisamment le travail et ils tangent. Oui. Moi je trouve que la lame autrement ça va pas mal. Mais alors derrière on manque de grillage. Il faudrait 2 chenillettes et tout de grillage. Ouais, minimum 2. Et ça n'empêche qu'il faut qu'on trouve un appareil. Minimum, il faudrait presque essayer là comme là refaire ressortir un snow. Oui. Mais il faudrait un appareil à briser
il n'y a pas de problème. C'est-à-dire même avec 2 cas au grillage, ressortir un snow encore derrière. Oui, le snow, tu penses qu'il tire là? Bon. Le snow en faisant le tour, là, il passe. Oui, bah, il passerait. Il n'y a qu'à peut-être demander à Jean-Pierre de venir s'il veut. Le grillage, nous c'est le snow, il n'y a pas d'histoire. Jean-Pierre va venir avec son grillage. Parce que là, il y en a pour un petit moment, hein. Ah oui, Il y en a pour un petit moment. Appelez-le par radio, puis vous nous dites. Comme ça, après, vous avez 2 grillages derrière vous, c'est bon. Le travail d'un coup de bosse est jamais net. Il reste une neige granuleuse, souvent avec des blocs de neige très désagréables à skier. Et le grillage résorbe en partie ces bosses. Ces grillages servent dans différents cas. Ils servent à effacer les fausses traces. On en a également besoin énormément au printemps, quand les neiges se transforment du fait de la chaleur. Il y a aussi un phénomène de rétrécissement de piste parce que les gens passent où ils ont la sensation de la piste la mieux lissée, la mieux damée. Et les pistes se restreignent de cette façon. Alors, en passant les grillages, on les maintient à leur largeur. Il y a des interventions qui sont plus spécifiquement humaines que celles qui passent à travers une machine, une chenillette. On utilise avec les pisteurs un matériel qui finalement est à l'origine du matériel qui a été construit pour les chenillettes. Il n'y a que la puissance qui est devant qui est différente. Par contre, si l'homme manque de puissance, il a accès à des pentes beaucoup plus rapides que n'importe quel appareil mécanique. En ce qui concerne les pistes de montée des téléskis, on utilise un rack, un espèce de grand rabot. Dans certaines conditions de neige, l'utilisation de la chenillette crée des boules de glace ou de neige dure qui rendent le ski très difficile. Les pisteurs secouristes, même avec les skis, n'arrivent pas à casser ces boules. Mais on a un appareil qui nous vient des États-Unis, qui est un powder maker, qui lui est plus efficace de travail que le grillage, par un procédé très simple de mise en opposition des rouleaux. On fait patiner les rouleaux, et c'est cet effet de patinage allié à une construction du rouleau à base d'un métal déployé très abrasif qui agit un peu comme une râpe à fromage et qui use les boules de neige pour en refaire de la poudreuse. Et cet appareil est de plus en plus utilisé par nous, même pour régénérer des neiges lisses en surface mais dures, des neiges dures qui sont désagréables à skier pour les petits skieurs. Alors que si on rétablit en surface 1 à 2 cm de neige poussiéreuse, poudreuse, il n'a plus aucune difficulté à skier. Oui, les travaux de piste, ça a été un enchaînement successif. Pour mieux assurer la sécurité et également dans un but commercial, on s'est rendu compte du fait de la fréquentation qu'il fallait non seulement assurer la sécurité effective, mais la sécurité préventive en préparant des pistes. On les a d'abord préparés à ski, on les a préparés à pied, on a utilisé pas mal de matériel humain, qu'on a dû petit à petit abandonner du fait du coût de revient prohibitif par rapport au coût de la machine. C'est donc tout un enchaînement un peu historique, si on veut, et qui a évolué également avec les moyens économiques, la recherche des industriels qui sont intéressés à ce travail. Et quand on a commencé à toucher les chenillettes, on s'est aperçu qu'il fallait que les pistes sur lesquelles la neige allait tomber soient aménagées l'été. Il faut savoir que ce matériel est fragile. Il est fragile au niveau des chenilles, il est fragile au niveau des crampons, et il ne peut être efficace que sur une surface bien aménagée. Sur une piste bien aménagée, aucun souci. Alors c'est pour ça que vous voyez ces bulldozers qui travaillent sur les pistes durant l'été, qui sont là pour supprimer les rochers, supprimer des passages trop abrupts, pour enlever des souches, pour modifier même le terrain, modifier les qualités du terrain, parce que avec un afflux considérable de clientèle, le trafic augmentant, on est obligé d'augmenter la superficie des pistes. Il apparaît toujours simple de construire une remontée mécanique pour augmenter les possibilités de la station, mais on oublie qu'au niveau des pistes, il faut retrouver le débit équivalent ou sinon supérieur.
Sur le plan commercial pur, une saison de sport d'hiver, il faut la faire le plus longue possible. Et on s'est aperçu que la clientèle était fanat de ski dès le début de saison, même avant la saison. Et l'aménagement, la construction des pistes avec un soin apporté dans le détail pour la finition du revêtement de la piste, la finition en herbe, fait qu'on peut skier avec un minimum de neige. Et c'est ça l'essentiel. Une fois les travaux de terrassement effectués, nous sommes obligés d'engazonner pour deux raisons. Pour remettre la nature en état, pour qu'on ne voit pas les travaux effectués. Et puis, d'autre part, pour éviter que l'érosion n'emporte un terre végétal. Alors ces rigoles sont aménagées en vue de la protection contre l'érosion. Elles sont faites en travers de la pente. Elles ont elles-mêmes une pente assez faible pour éviter que les eaux de ravinement les surcreusent. Elles récupèrent les eaux de pluie pour les conduire en bordure de piste et éviter ainsi les longues saignées dans le sens de la ligne de pente qui ravinent les pistes. Mais l'inconvénient pour nous, c'est que du fait de la raideur des pentes, la qualité des terrains, on est obligé pratiquement de faire tous ces travaux d'ensemencement, d'engraissement à la main. Alors c'est un travail qui peut paraître un travail de romain pour des profanes, pour des gens de l'agriculture, mais on a fait énormément d'essais, on a cherché à avoir des machines pour ratisser les pierres, pour ramasser les pierres, des épandeuses d'engrais qu'on avait montées derrière des chenillettes, mais on fait plus de dégâts que de travail et finalement on en est revenu aux solutions manuelles. Alors cette paille sert à couvrir la graine. Elle sert à protéger la graine contre les effets d'érosion. L'eau de pluie sur de la paille ne ravine pas de la même façon que sur un terrain naturel. L'eau court d'un brin de paille à l'autre sans raviner, sans prendre de la puissance. En même temps, elle met les graines à l'abri des oiseaux et de l'ensoleillement et du vent. Elle remplace un travail qu'on devrait théoriquement faire, qui est celui de couvrir la graine par de la terre. Mais dans notre terrain, il est impossible de le faire sans ressortir des pierres. On a dû l'abandonner et on a préféré cette solution de paillage, qui est un peu une solution passe-partout. 3 années après, on se rend compte de la qualité de l'ensemencement. La piste est devenue très jolie. On a essayé tout au long du parcours de préserver au mieux les arbres qui devaient rester en lisière. Et on a aménagé les sols de la façon la plus parfaite possible pour pas que la piste détruise trop le paysage. C'est à partir d'ici qu'on a gagné la piste sur la forêt. Il est certain que sur le plan écologique, on détruit une part du système du climax de la forêt. On constate quelques arbres qui sont desséchés, sans doute par des effets de lumière. Il est donc certain qu'on ne trace pas impunément une piste dans une forêt et que comme cela s'avère nécessaire pour la pratique du ski, il faut le faire avec la plus extrême prudence et en tout cas ne pas se tromper sur le choix des tracés, ce qui risque d'être désastreux pour un milieu forestier. Les idées nouvelles sur la préparation des pistes ont été amenées par Émile Allais il y a une vingtaine d'années. Mais le travail de terrassement des pistes, de remodélation, n'a commencé qu'en 1964. Mais c'est depuis qu'Émile est venu qu'on s'est occupé des pistes. Parce que j'étais avant, je savais bien ce qu'on faisait rien. C'est lui qui a fait les premiers travaux d'aménagement de pistes au bulldozer et venir la première chenillette en Europe. Hein? Vous vous souvenez de ça? Le Snowcat, oui, c'est le premier qui est arrivé encore chez nous. Tu te souviens quand tu as fait monter le bulldozer à la Solire? Ah oui. C'était un D9. Quand ils ont vu arriver, qu'est-ce qu'il va faire Émile avec cet engin? Oui, il va. On a également constaté que pour toutes les parties raides où on avait la possibilité de les travailler au bulldozer, on supprimait énormément des effets d'avalanche parce que ça nous permettait de damer les sous-couches dès les premières chutes. Alors que sur un terrain rocheux, on ne peut intervenir que quand il y a un bon mètre de neige et c'est trop tard pour damer la sous-couche.
Alors même une piste d'amet sur un terrain accidenté peut partir en avalanche, alors qu'une piste d'amet sur un terrain préalablement préparé l'été ne produit plus d'avalanche de fond. L'été, on est amené dans des endroits bien précis, difficiles d'accès et difficiles de contrôle en cours d'hiver, de construire des paravalanches. Ces paravalanches, les moins coûteux pour nous et qui gênent le moins le site sur le plan du ski, sont des banquettes réalisées au bulldozer. Il est certain que c'est une atteinte importante à la nature parce qu'une banquette détruit pour beaucoup l'aspect naturel du terrain. Et on a de la terre et des blocs qui roulent et on sera amené à refaire de l'ensemencement sur les talus de banquettes par avalanche. Ces banquettes, pour être efficaces en cours d'hiver, doivent être entretenues par des chenillettes. Nous enlevons la neige qui s'est accumulée dans ces paravalanches pour éviter une grosse avalanche de fond. Et chaque fois que nous revenons déclencher l'avalanche, il se produit seulement des avalanches de surface. Oui, on avait ici une avalanche très très importante qui descendait jusqu'au fond de la vallée. Quand on a pris la résolution économique de construire une station, on fait tout ce qu'il faut pour que les gens qui y viennent soient contents. Ils comprennent mal qu'ils puissent faire mauvais, ils comprennent mal qu'on ferme certaines pistes. D'abord, la question est posée, est-ce qu'on doit ou non contrôler des avalanches? Est-ce qu'on doit laisser faire la nature? Nous, on préfère contrôler les avalanches parce que quand une avalanche est tombée, elle ne tombe plus. C'est la meilleure des sécurités. Par contre, il faut savoir qu'au niveau des exécutants, il y a énormément de précautions à prendre. Celui qui risque le plus d'être emmené, c'est celui qui déclenche les avalanches. Donc il faut tenir l'équipe d'intervention prête, avec le chien, avec les appareils de détection, avec la radio au cas où il se produirait un accident. Il faut que tous les gens qui procèdent au déclenchement d'avalanche soient équipés de systèmes de repérage. Robert, là, avec cet appareil-là, tu vas rester en couverture. Tiens, Robert. Tu feras un essai sur chacun de nous. Je vous passe les bips. On les munit de cordelettes d'avalanche et d'une corde avec un ballon gonflé à l'hydrogène pour que le ballon reste en l'air. Robert, Au cas où le pisteur serait enseveli, en suivant la ficelle rattachée au ballon, on va vers la victime. Bon, Patrick, je crois qu'on va pouvoir en balancer une là-dessous. Hein. Nous avons aussi des détecteurs. Alors c'est une pastille qui émet un bip-bip et il y a une équipe de couverture avec une poêle à frire qui, à ce moment-là, s'ils sont ensevelis, les recherchent en balançant de droite à gauche l'antenne de la poêle. J'ai l'impression que ça va descendre, hein. C'est poudreux. Je vais la fixer pour l'instant. On est là bien loin. Hein, Ah ouais. On me voit donc. Attention. Reculez-vous là. Et si un gars part avec la coulée, il faut combien de temps pour le retrouver? Avec les sixièmes, disons 3-4 minutes suffisent. Surtout que l'équipe de couverture regarde le lieu de disparition et on sait à peu près à l'endroit où ils sont. Et si on a du pot, on retrouve soit la cordelette, soit le ballon qui flotte s'il n'a pas été crevé. Le maître chien est toujours en équipe de couverture avec la radio, avec le matériel de détection et avec son chien. Parce que toutes les expériences qu'on a pu faire, tous les exercices d'avalanche qu'on a fait, prouvent que jusqu'ici, le plus rapide encore, c'est le chien. Maintenant, il faut savoir quand même qu'au bout de 4 à 5 minutes, la personne qui est ensevelie sous la neige perd connaissance. Enfin, pour beaucoup de nos camarades, on en a retrouvé qui étaient restés plus de 5 minutes sous la neige et qui étaient bel et bien vivants quand on les a retirés. Alors depuis longtemps, on a procédé à du déclenchement d'avalanche. On l'a d'abord effectué à ski, on l'a effectué avec des explosifs, mais sans connaissance bien précise. Et depuis quelques années,
on est arrivé à mettre au point des charges qui nous permettent de procéder au contrôle des avalanches. C'est des charges qui sont commandées électriquement d'un poste qui est caché dans la montagne. Et on pose ça en principe juste avant la première chute de neige quand on peut. Quelquefois c'est dans la neige, comme l'année dernière. On fait ces installations pour pouvoir faire descendre les avalanches dans un coin inaccessible à ski l'hiver. Alors que l'été, on peut aller poser comme ça, à pied. Non, faut pas trop descendre, il y a la boîte. Ouais. C'est trop bon, hein. La grande casse. Tu vois, la Patrick qui tombe. Regardez si ça déclenche, hein, quand Patrick met en route le réseau. Vas-y, 50 ohms, c'est bon. Moi j'y vais, go. Pour nous, le contrôle des avalanches, c'est savoir connaître ce que vaut la couche de neige en intervenant nous-mêmes et en suivant tous les jours les effets de la neige et de la chute de neige. On arrive à savoir où on en est, pouvoir ouvrir des pistes sans danger pour la clientèle. C'est un travail qui est très astreignant, qui demande un personnel qualifié. On est obligé, au cours des chutes de neige, d'aller voir ce qui se passe, parce qu'il y a des fois des avalanches qui tombent seules, il reneige dessus, et ce serait inutile pour 10 cm de neige de perdre des explosifs et de perdre du temps. Il vaut mieux savoir que l'avalanche est déjà tombée et savoir qu'on n'a plus à intervenir. Alors on est obligé de contrôler un domaine de plus en plus étendu. Bon, ici à Val Thorens, on est donc sur des glaciers et il faut qu'on mette des cordes. Parce qu'il faut absolument que les gens ne puissent pas passer. On a en plus des précipices de chaque côté. Et comme ça, les gens se trouvent vraiment clôturés et n'ont aucune possibilité de passer de l'autre côté. On tire un peu, Auric, là. Sur le bas, on met que des jalons. Mais les jalons, c'est pareil. Tous les jours, il y a des gens, des skieurs qui nous couchent les jalons. Il y a le vent aussi, un peu tout qui nous couche les jalons. Et il faut tous les jours qu'on les relève. Allez, c'est bon. Ici, on est donc sur une piste rouge. C'est pas la plus difficile, mais enfin, c'est déjà pas la facile. Chaque printemps, une petite équipe est chargée de faire l'inventaire du balisage et de remettre en état tous les panneaux de piste et les balises qui ont été détériorés au cours de l'hiver, soit par les avalanches, soit par les pluies du printemps ou des chutes de pierre. Chaque piste sont balisées et les balises commencent toujours par le numéro 1 au fond, c'est-à-dire que les clients s'y reconnaissent. C'est surtout important les jours de mauvais temps, bien sûr. Les jours de beau temps, on voit bien la piste, les pistes sont bien marquées, ça a moins d'importance. Alors pour le secteur Solo, vous ouvrez les pistes, tous les couloirs, ainsi la M, l'épaule, la corde. Chaque pisteur de permanence, chaque matin, met à jour au pied et au sommet de chacune des remontées mécaniques les panneaux de piste. Des postes de secours ont été installés au point stratégique, au sommet des pistes, permettant à partir d'un seul point d'en desservir le maximum. Chaque matin, les pisteurs secouristes de permanence contrôlent leur matériel, remontent les traîneaux qui ont été utilisés la veille. Grâce à la radio, tous les pisteurs secouristes ne sont pas obligés de rester en permanence dans le poste de secours. 2 seulement suffisent.
Chenay, vous êtes à l'écoute? Oui. Vous avez un blessé sur un champ blanc à la balise numéro 13. Bien reçu. Bon, merci. Le premier travail du pisteur secouriste qui était de ramasser les blessés au début, maintenant est passé en second plan. Le secouriste proprement dit représente une part infime du travail. La proportion des blessés diminue chaque année en considérant la proportion des skieurs qui viennent faire du ski dans les stations. Bien sûr, la technique du ski a évolué, les fixations de sécurité également, mais je pense que l'entretien des pistes de ski y est pour une part importante. Vous allongez bien vos bras. La radio est devenue un outil indispensable, aussi bien pour le secours proprement dit que pour tous les aspects du travail. J'appelle le garage. J'écoute. Non, là, je suis en panne, j'ai cassé une manivelle avant à droite. Bon, bah d'accord, j'arrive. Cette facilité se répercute à l'échelon des Trois-Vallées. Les services peuvent s'épauler mutuellement en cas de coup dur. Nous pouvons intervenir en n'importe quel point des Trois-Vallées en cas d'accident très grave. Tout le monde est prévenu. Les trois services de piste peuvent être reliés tous ensemble sur le même réseau, sur la même fréquence pendant un moment donné, si besoin est. J'appelle le central. J'écoute. Veuillez déclencher le relais de Courchevel, s'il vous plaît. J'appelle le garage de Courchevel. Garage de Courchevel, j'écoute. C'est Norbert, bonjour, ici c'est les menuires. Est-ce que tu aurais une manivelle avant de case horaire à nous faire passer par les pistes? Oui, une manivelle avant, j'ai ça, oui. Bon, je te la fais passer par les pistes, par un piston. D'accord, ça marche. Ah, salut. Salut. Ah, Ça a été rapide, dis donc, hein. ouais, bon, bah, assez vite, le plus vite possible, mais... Combien de temps tu as mis? Mais 1h30 à peu près, ouais. Ah ben, impeccable, c'est ça. L'important, c'est le coût du matériel mis à notre disposition. Nous ont obligés à envisager l'entretien et les réparations par nos propres soins. Ce qui nous permet d'ailleurs de garder du personnel permanent. Très souvent, on est appelé à construire nous-mêmes certains prototypes qui ensuite sont fabriqués par les usines et par les fabricants de chenillettes, notamment pour l'hiver. On a à peu près 18 000 jalons. Et chaque jalon qui est détérioré, qui est abîmé par la neige, qui a été oublié sous la neige, est détérioré. La peinture est partie, tout ça, on les repeint. Chaque traîneau est démonté, repeint, remonté, vérifié, pour qu'aux premières neiges, on puisse démarrer avec un matériel en état. Il vous arrive de ne pas avoir le temps de manger, mais... Oui, ça vous arrive. Mais quand on dit à notre chef, il ne veut pas nous croire. Ça fait pour ça un chef. Non, mais ça... Tu sais, vous voyez, en général, quand tu lui proposes un boulot, il te dit, bon, ben, où est-ce qu'on bouffe? Et après, où est-ce qu'on dort? On fait ça.
Les gars, ils ont l'impression de tout partir. Hop, La fréquentation accrue des stations pose pour nous un problème totalement différent de seulement il y a 3 ans. C'est que notre principal souci n'est plus le damage, mais la maintenance des pistes. En coupant les bosses, en régénérant les neiges dures, et pour permettre toujours le maximum de satisfaction au maximum de gens. 95% des skieurs qui viennent dans une station, ils viennent pour y rechercher un ski facile, à leur portée. Ils n'ont en général pas une grande condition physique et ils ne sont pas des amateurs ni de pente très raide ni de poudreuse. À partir du moment où l'intérêt c'est d'amener le maximum de monde dans une station, celui qui était pris de poudreuse, qui était pris de solitude, il ne trouve pas forcément la neige qu'il souhaite. Il trouve la neige qu'on offre à tout le monde. On cherche à la satisfaction de la plus grande partie de notre clientèle en préparant, en entretenant les pistes de telle manière. Le problème, c'est qu'il faut essayer de préparer toutes les pistes avant 9 h, ou au moins pour 9 h du matin. Le travail des chauffeurs commence, quand il y a besoin, à 4 h du matin, par le damage, par la remise en état des pistes, et il n'est pas rare qu'il se termine à 7 ou 8 h le soir, après la fermeture des pistes, pour la remise en état des pistes de montée des téléskis et des points de passage obligés. C'est un métier qui est parfois dur. Quand il a neigé beaucoup et qu'il faut sortir, et quand il continue à neiger, et sortir déclencher les avalanches ou bien essayer d'amer quand c'est lourd, c'est pénible. Tu descends. Où j'étais descendu là? C'est dangereux. Ouais, tu vois là, il y a une petite congère là. Ouais. Mais tu vois là. Ouais, je la balance au bout? Ouais. Oui, c'est un métier qui est parfois dur, mais il y a aussi beaucoup de joie dans ce métier. C'est devenu un vrai métier depuis quelques années parce qu'on se rend compte que dans chaque service, les gens ne faisaient que passer avant de devenir moniteur de ski, alors que maintenant ils restent et ils sont considérés dans une station. C'est effectivement un métier. Je crois que c'est un métier que tous les jeunes du pays ont envie de faire.